Là, je vais laisser la parole à Alexandra Rabusso et Léa Pérez, qui sont référentes de parcours au niveau du PCPE ADAPI 49. Eh bien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour tout le monde. Du coup, l'idée, c'est de vous présenter le PCPE. Donc, le PCPE, c'est le pôle de compétences et de prestations externalisées. Donc, c'est celui de l'ADAPI 49, donc qui est rattaché au pôle enfant. Donc, le PCPE a été créé en 2017 suite au rapport PIFTO qui avait pour objectif zéro sans solution. Pour pouvoir avoir accès à un accompagnement PCPE, alors il faut faire une saisine auprès de la MDA. Donc, nécessite un courrier de la famille, des parents ou du tuteur, du représentant légal. Et puis, les partenaires aussi peuvent amener s'il y a déjà des partenaires en place, ils peuvent amener des informations complémentaires. Donc, ensuite, cette demande sera étudiée en équipe pluridisciplinaire au niveau de la MDA, qui prononcera ou non, acceptera ou non, et donnera une notification qui est valable 1 an, mais qui peut être renouvelée. L'idée, c'est que on part sur un premier accompagnement d'1 an et c'est renouvelé s'il n'y a pas de solution qui a été trouvée. Notre PCPE, il dispose d'une enveloppe budgétaire pour financer des évaluations et après des prestations. Donc ça, après, je vous expliquerai un peu plus en détail le type de prestations et d'évaluation qu'on peut faire. Et on a une file active de 25 jeunes. Jeunes parce que du coup, le public qu'on accompagne, donc vous avez un peu l'ensemble, là j'ai un peu expliqué la saisine. Et puis alors pour qui du coup, c'est pour les jeunes de 0 à 25 ans et plus si dérogation, dans le sens où on a souvent des jeunes qui arrivent parfois, des jeunes adultes vers 22 ans et le temps qu'on trouve une solution, bah voilà, ça peut durer dans le temps et on peut avoir des jeunes plus âgés. De manière générale, les personnes qu'on accompagne, c'est des personnes qui sont en attente de structures médico-sociales, qui ont zéro solution d'accompagnement ou en tout cas très peu, qui sont proches de la rupture de parcours ou en risque élevé de rupture de parcours. Et nous, on est un PCPE un peu identifié situation complexe. Donc ça veut dire que c'est des jeunes, des situations en tout cas où il y a souvent plusieurs vulnérabilités. Donc ça peut être des familles monoparentales, des familles dans lesquelles il y a plusieurs enfants en situation de handicap, il y a de la précarité. Enfin voilà, vraiment, c'est des situations identifiées comme complexes. Et aussi, souvent, du coup, il peut y avoir aussi des gros troubles du comportement chez les personnes qu'on accompagne. En termes de type de handicap, c'est tout handicap. Donc, ça peut être troubles psychiques, personnes ayant un TSA, des handicaps rares, du polyhandicap. Voilà, c'est vraiment très varié. Nous, on intervient sur tout le territoire, enfin sur tout le département. Notre territoire, c'est vraiment tout le département. Donc, même si on est localisé, les locaux du PCPS sont à Angers, mais voilà, après, on se balade là où sont les situations. En termes d'équipe, donc on est une équipe avec une chef de service, il y a une secrétaire qui est là une journée par semaine, et puis après on est 3 référentes de parcours, mais qui équivaut à 2 temps plein. Donc voilà, on a une autre collègue qui est à 30% qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Et on a depuis peu une assistante sociale à 0,10%. Donc c'est un luxe, on est ravis de l'avoir, mais voilà, c'est juste une matinée par semaine, donc en termes de répartition des tâches, c'est très précis. On a déjà eu du coup deux autres collègues secrétaires, assistantes de service social avant. Et en tout cas, nous, on trouve que c'est vraiment un poste très important dans le cadre du PCPE parce qu'on a, vous imaginez bien, beaucoup de demandes de renouvellement à effectuer, des évaluations sociales, accompagnement au droit, etc. Donc, c'est vrai que c'est une ressource, en tout cas, qui est très, très précieuse pour nous. Voilà. Du coup, pourquoi on intervient? Alors l'idée, quand on intervient, c'est avec la famille de construire le projet de vie souhaité. Avec la famille et la personne accompagnée quand elle est en capacité de pouvoir le faire. Après, on peut utiliser des outils aussi de communication alternative améliorée pour permettre à la personne de pouvoir s'exprimer le plus possible.
Donc ça, je pourrais vous en reparler un peu après. Et du coup, quand on démarre un accompagnement, donc on va signer le DIPC, le document individuel de prise en charge, où là, on va clarifier les demandes de la famille, ses souhaits, pour vraiment être sûr que voilà, on soit tous d'accord sur les actions après à mener derrière. Nous, on ne travaille pas avec un projet personnalisé, du coup. C'est vraiment le DIPC qui remplace le projet personnalisé. Et une fois qu'on a déterminé justement le projet de vie et un peu les pistes à mettre en place, ça va être important de déterminer les freins qui font que, par exemple, il n'y a pas pour l'instant d'entrée en établissement, et les leviers aussi sur la situation pour permettre voilà, la mise en place du projet. Et ce qu'on fait au démarrage, c'est qu'on organise une réunion qu'on appelle réunion de diagnostic partagé. Donc, c'est une réunion où on va convier toutes les personnes déjà présentes dans la situation. Donc, parfois, quand on arrive, il n'y a personne, ou très peu. Et parfois, il y a déjà des choses qui ont pu être mises en place, du répit, ou enfin, voilà, des choses comme ça, ou des établissements, l'école. On convie aussi les personnes de la MDA, parce que c'est vraiment des partenaires privilégiés pour nous. Et donc voilà, cette réunion-là va permettre un peu de faire le point sur la situation, de déterminer vraiment concrètement le projet souhaité et les actions à mener. Et après, comment est-ce qu'on va intervenir? Une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, ça va être de plusieurs façons différentes. Nous, notre rôle, ça va être de solliciter les partenaires du coup, qui sont sur le territoire pour essayer de lever des freins. Donc, on s'appuie souvent beaucoup aussi sur le droit commun. On essaye au maximum. Et puis après, ça va se présenter de différentes façons. Ça va être, par exemple, d'essayer de trouver des stages dans des structures. Ça va être de mettre du soin en place quand il n'y en a pas, du service d'aide à domicile pour soulager parfois la famille, des séjours de répit. Ça peut être du soutien aux aidants. On travaille beaucoup avec l'UDAF pour, par exemple, du soutien psychologique ou des aides financières pour mettre du répit en place. Mettre du loisir. Et puis après, je vous avais parlé du budget au début, on peut mettre en place des intervenants libéraux. Donc là, l'idée, c'est de mettre un peu une personne en place avec des objectifs précis qu'on a déterminés avec la famille et le professionnel. Et après, il y a une évaluation tous les 3 mois pour voir si cette intervention est toujours pertinente, de faire évoluer les objectifs, voir un peu comment ça a progressé. Et après, notre rôle, qui est quand même un des rôles importants aussi, c'est de la coordination. Donc, une fois qu'on a justement sollicité un peu tous les partenaires, mis des choses en place, c'est un peu de faire le lien pour que l'information circule. Et voilà, vraiment, ce rôle de coordination est très important. Et on peut du coup, ça arrive très souvent dans les situations où après, une fois qu'il y a que la situation est un peu étayée, on va dire, on organise des réunions de concertation partenariale où du coup, on construit avec la famille, par exemple, l'ordre du jour. Et puis, on se réunit, on invite tous les partenaires et évidemment la famille sur des réunions. Ça peut être 2 à 3 fois par an en fonction des besoins de la situation. Mais l'idée, c'est toujours que les gens puissent se rencontrer, puissent échanger et qu'on peut harmoniser nos pratiques dans l'intérêt vraiment de la personne accompagnée et de ses aidants. L'idée vraiment du PCPE, c'est de faire en sorte que cette période d'attente d'une place en structure soit vécue le plus sereinement possible, entre guillemets, parce que sereinement, c'est pas toujours des périodes évidentes, mais aussi bien pour la personne accompagnée que pour les aidants. Vraiment, c'est notre objectif principal. Donc, on est très en lien avec la famille et ce que je disais un peu tout à l'heure aussi, on est très en lien avec la MDA pour voilà, les notifications, les droits. Le suivi de la situation, sur les perspectives qu'il pourrait y avoir. Enfin voilà, c'est vraiment effectivement des partenaires très très importants, en tout cas pour nous. Donc ça, c'est la grosse partie. Après, du coup, tout à l'heure, je parlais d'intervention de professionnels libéraux. Dans certaines situations, on va essayer de prendre des personnes en fonction du profil de la personne accompagnée, un peu ressources. Par exemple, si on a une personne TSA, on va essayer de trouver un intervenant libéral formé au TSA. Et après, l'idée, c'est de faire le lien avec cette personne-là et la personne accompagnée. La personne va créer le lien avec... L'intervenant va créer le lien avec la personne accompagnée pour après pouvoir soutenir quand il y a de la mise en place de stages,
va pouvoir faciliter dans les transitions. Enfin voilà, dès que par exemple, s'il y a un stage qui se met en place, le professionnel peut accompagner par exemple au début, et pour les équipes de l'établissement, ils pourront contacter cette personne si elles ont des questions, parce que nous on intervient peu. On est en lien, enfin voilà, on est plus en périphérie, on ne fait pas d'accompagnement direct, d'intervention directe de la personne accompagnée. Donc pour nous, le fait d'avoir un professionnel libéral avec qui, enfin voilà, qu'on finance et avec qui on est en lien, ça permet justement d'avoir ce retour, cette connaissance précise de la personne qu'on accompagne et de pouvoir s'appuyer dessus et de l'utiliser vraiment comme personne ressource quand il y a de la mise en place de stages, voilà, dans les situations un peu spécifiques. Et après, j'évoquais tout à l'heure le fait que, bah, voilà, même si les personnes qu'on accompagne n'ont pas toujours les capacités de communication très développées, on essaye au maximum de ne pas travailler qu'avec les familles, mais de travailler aussi avec les personnes accompagnées. Et dans ces cas-là, on va essayer d'utiliser des outils de communication alternative augmentée. Et nous, par exemple, ce qu'on a mis en place au PCPE, c'est enfin, avec l'aide d'une personne ressource de l'ADAPI qui est formée à ça, mais ce qu'on appelle un tapis de discussion. Donc, quand on va rencontrer la personne pour la première fois, on va déjà s'assurer de sa compréhension en faisant un test de validité. Par exemple, on va lui demander ses centres d'intérêt et puis voilà, on va valider avec la famille qu'ils sont bien en accord avec ce que la personne a pu nous faire comme retour. Et on va utiliser des pictogrammes pour aller s'assurer qu'on a le même retour et la même compréhension. Donc ça, c'est vraiment un outil, par exemple, quand on va avoir un stage à proposer, pour certaines personnes qui ont les capacités, on va s'appuyer sur cet outil-là pour leur présenter, par exemple, le stage qu'on leur propose et aller vérifier si est-ce qu'ils veulent être accompagnés, est-ce qu'ils veulent être seuls, est-ce qu'ils veulent faire telle activité ou telle autre. Enfin voilà, pour avoir au maximum leur retour finalement, parce que même si on travaille beaucoup avec les familles, ça reste la personne accompagnée qu'on accompagne, quoi, comme son nom l'indique. Du coup, pour que ce soit un peu plus concret, Alexandra va vous présenter une situation. Ouais, très, très rapidement d'une situation qu'on a accompagnée. J'ai encore un petit peu de temps. J'ai beaucoup parlé. Le micro ton est coupé. micro, il doit être coupé. Juste une petite précision que j'avais pas faite jusqu'à là, Alexandra, c'est si à un moment donné le prénom t'échappe, Ouais. ça reste bien sûr entre nous parce que cette partie sera enlevée de l'enregistrement. Merci. Ce qui risque fortement d'arriver. C'est pas évident. Donc très rapidement, juste pour vous donner un peu une idée concrète de ce qu'on peut faire au niveau du PCPE. Donc la situation d'une petite fille qui est arrivée du coup en mai 2022 en France. Elle venait du Congo-Brazzaville. Elle est arrivée avec sa maman et sa petite sœur du coup. Le papa était déjà en France, donc il venait retrouver le papa. Quand elle est arrivée en France, elle a été accompagnée au niveau du soin par l'assistante de service social du CHU, où du coup il y a eu des explorations de fait en lien avec son handicap, il y a eu un diagnostic de posé TSA, avec une recherche du coup génétique qui a mené à l'existence en tout cas d'un syndrome rare. Elle était donc voilà, accompagnée en tout cas plutôt par sur le côté soins. Nous, quand on arrive, donc là c'est la carte mentale de la situation quand nous on est arrivé. Donc en mars 2023, on travaille beaucoup nous avec les cartes mentales. C'est un support qui est qui est très important pour nous. Ça permet à la fois aux familles de visualiser qui est qui et qui fait quoi, et aussi aux partenaires de mieux comprendre qui gravite autour de la situation de la personne. Donc nous, quand on arrive du coup en mars 2023, il y a tous ces partenaires-là. Elle a commencé sa scolarisation la veille de notre arrivée. Donc il y avait le soin, ça je l'ai dit. Elle était accompagnée par la MDS et par Solidarité Femmes, la maman, puisque du coup, entre-temps, après, il y a eu des violences conjugales. Et donc elle a eu une mise à l'abri, elle était hébergée dans une chambre d'hôtel. Ça, c'est quand nous, on arrive. Ce qu'on a pu faire dans cette situation, on a commencé du coup par prendre contact avec l'école, qui nous a dit qu'il était rapidement en difficulté avec l'accompagnement de cette petite fille, de son accueil.
que c'était une petite fille qui n'était pas du tout dans les apprentissages, mais plutôt en recherche sensorielle. Donc nous, on a plutôt commencé par un bilan sensoriel avec une psychomotricienne. Donc on a financé du coup là, comme disait tout à l'heure Léa, l'évaluation. Pour soutenir l'école. Ensuite, on a retransmis évidemment ces préconisations à l'école. Donc, ils ont pu mettre certains aménagements en place. Ensuite, on s'est dit qu'au niveau éducatif, il y avait aussi des besoins. C'était une demande de la famille. Donc là, peut-être Christine, est-ce que tu peux mettre la deuxième carte mentale, s'il te plaît? Ça marche. Ça va permettre de mieux comprendre. Donc, pour le côté éducatif, on a sollicité un SAD, du coup, le SAD de Provins, où du coup, il y a une éducatrice qui venait une fois par semaine pour étayer le domicile, accompagner aussi la maman sur toutes les demandes en lien avec l'éducatif. Voilà, on a fait le lien aussi avec une orthophoniste de la maison de l'autisme. Donc, cette petite fille a pu bénéficier d'un accompagnement en orthophonie. Et pour se rendre à l'orthophoniste, on a cherché un taxi. Donc, on a mis en place un taxi. Voilà. Ensuite, on a accompagné la question du répit qui était très important c'était une demande qui était très importante vu que c'était une maman toute seule avec ses 2 enfants. On a sollicité plusieurs services, donc le DAMAR, du coup, qui propose du répit à domicile. Elles pouvaient aussi aller à l'extérieur et elles ont accompagné une demande aussi de la maman à ce moment-là, qui était d'essayer de la piscine pour voir si ça pouvait être une activité qu'elle pouvait faire ensuite seule avec sa fille. Donc, il y a eu des séances à la piscine et il s'est avéré que du coup, ils ont évalué qu'il y avait c'était trop dangereux, donc ça n'a pas continué. Mais en tout cas, la maman n'était pas toute seule pour essayer les premières séances. On a contacté l'AFP et l'ADMR en lien avec les heures CAF de répit et Unicité, du coup, qui propose aussi du répit à domicile une fois par semaine. On a fait le lien aussi avec le centre de loisirs, donc elle pouvait y aller les vacances scolaires et certains mercredis. Le lien avec la MDS toujours présent, avec Solidarité Femmes également. Et puis la MDA est également toujours très en lien. On a organisé des réunions de concertation tous les 3 mois pour faire le point sur cette situation-là. Et dans tout ça, on a visité aussi tous les IME, on a vérifié que voilà, elle était bien inscrite sur les listes d'attente. Et à un moment donné, du coup, il y a une place qui s'est libérée au sein d'un établissement et elle a pu être accueillie à temps plein en septembre dernier au sein d'un IME. Donc nous, au niveau du PCPE, notre accompagnement s'est clôturé à ce moment-là. Voilà un petit peu. Je suis désolée, c'était très rapide, mais l'idée, c'est de pouvoir un petit peu comprendre dans quel contexte on peut arriver, dans quel contexte on peut sortir. Et j'ai choisi cette situation parce que on a mis des accompagnements assez divers en place. Donc voilà, je trouvais en tout cas, on pouvait, à travers cette situation, visualiser un petit peu tout ce qu'on pouvait faire, autant le lien avec le soin que le sanitaire, que les services de répit, que la MDS, la MDA, enfin voilà. Et même les associations Et aussi, les associations, enfin